Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale ce webinaire qui va s'articuler autour d'un point précisément. Il s'agit d'un retour sur la remise du trophée de l'africanité, remis, décerné au président de l'Union des Comores, M. Assoumani, que nous félicitons d'ailleurs pour avoir été lauréat 2022 de ce trophée, cette année 2022. Cela témoigne aussi du travail abattu, de cette vision portée par le chef de l'État de l'Union des Comores à travers aussi son plan de Comores émergent. Ce trophée lui a été décerné grâce à un comité, le comité de la Fondation qui s'est réuni pour étudier de fond en comble le dossier et a décidé de lui décerner ce trophée. Donc, en quelque sorte, ce webinaire, édition spéciale, c'est en quelque sorte un retour sur cette remise. Je tiens à rappeler que la première cérémonie a eu lieu à Benguérir au Maroc avec la présence de l'ambassadeur de l'Union des Comores au Maroc et aussi le ministre conseiller, M. Routini, qui ont dans un premier temps reçu le trophée au nom du président. Puis après, le président de la Fondation, M. Nasrallah Berhayat, a effectué son déplacement pour remettre le trophée en main propre à son Excellence, M. Assoumani, à Moroni, au palais Beit Salam. Donc, voilà ce qui nous réunit tous ce soir. Donc, comme intervenant, j'ai avec moi d'abord un invité spécial, M. Moustapha Belhayat, qui va nous entretenir tout à l'heure ce sera en quelque sorte un appel à la jeunesse hein, pour les former sur tout ce qui est télétrading et en même temps aussi un éveil de conscience de cette jeunesse. J'ai aussi avec moi M. Ablani Assoumani qui va nous rejoindre aussi bientôt, les caprices du direct et du matériel. Donc, il va nous rejoindre bientôt, M. Assoumani. On a M. Amri Salim Houmadi qui est ambassadeur de la Fondation Trophée de l'Africanité au Comores, qui est aussi membre des jeunes leaders aussi de la Fondation, qui a rejoint la Fondation depuis quelques années déjà, et qui a suivi en quelque sorte aussi le parcours, je vais dire, de toute l'année 2021 et a fait son retour sur cette terre natale il y a quelques mois et qui représente aujourd'hui la Fondation au Comores. Donc, je rappelle que M. Hablani, j'avais oublié de donner son rôle tout à l'heure, c'est le directeur opérationnel de la télévision nationale des Comores. Aussi avec nous, on a M. Jean Kofi, qui est le responsable du Centre de recherche et développement de la Fondation Trophée de l'Africanité, un centre qui a pour rôle d'étudier plusieurs différentes thématiques qui touchent l'Afrique, de proposer des pistes de solutions et aussi des réflexions autour de plusieurs sujets, de fournir, je vais dire, des études enrichissantes qui en tous concourent au développement de l'Afrique. Ce centre de recherche aussi, c'est vraiment une âme aussi de la Fondation pour montrer aussi. Enfin. C'est bon, monsieur Assoumani, vous nous recevez? Oui, ça va, je vous entends super bien. Parfait, parfait, nous vous recevons aussi. Donc, j'étais aux présentations. Donc, je disais qu'avec nous, on a monsieur Moustapha Belhayat, qui est membre d'honneur de la Fondation et qui est aussi le triple champion du monde de trading, conférencier international, formateur international dans tout ce qui est télétrading. C'est toujours un honneur de l'avoir en visioconférence et même en présentiel. C'est une mine d'or. Il va nous entretenir tout à l'heure en quelque sorte sur la jeunesse africaine aussi, pourquoi se former sur le télétrading, aussi les avantages que cela a. Je vous présentais aussi vous, monsieur Ablani Assoumani, vous qui êtes à la chaîne nationale de l'Union des Comores, vous êtes le directeur opérationnel. Je parlais aussi de monsieur Jean Kofi, qui est le responsable du Centre de recherche et de développement de la Fondation Trophée de l'Africanité. Et enfin, monsieur Amri Salim Oumadi, qui est l'ambassadeur de la Fondation Trophée de l'Africanité aux îles Comores, que nous remercions d'ailleurs pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé au président lors de son séjour aux Comores. Alors, sans plus tarder, nous avons pris un tout petit peu de temps, mais nous allons aller dans le vif du sujet. Donc, juste un petit rappel des faits.
La Fondation Trophée de l'Africanité a été créée en 2018 par M. Nasrallah Belkhayat, président fondateur de la Fondation. L'objectif est d'honorer et d'encourager toutes les initiatives en faveur des Africains, toutes catégories confondues dans le monde entier. C'est en réalité une reconnaissance de l'Afrique par l'Afrique. Voilà ce qui incarne le Trophée de l'Africanité. On peut dire aussi que c'est un appel pour développer et inciter encore plus le droit à la reconnaissance de l'africanité dans toute sa beauté continentale. Donc, à ce jour, la Fondation a récompensé près de 160 personnalités dans le monde ou actions humanitaires, sociales et économiques. Et dans la catégorie chef d'État, le comité de la Fondation sélectionne chaque année 3 initiatives étatiques qui sont des coups de cœur selon leur portée humaine et aussi l'impact surtout socio-économique et aussi l'avenir du pays choisi. Donc, c'est dans ces termes, dans ce sens que le comité a décidé à l'unanimité du candidat qui devait être honoré pour cette année 2022. Le choix a été porté sur le pays, c'est-à-dire l'Union des Comores et son Excellence, monsieur Assoumani, surtout pour le plan du Comore émergent qui s'appelle le PCE. Donc, c'est un honneur, en tout cas, pour la Fondation d'avoir pu récompenser cette initiative nationale qui est prometteur et qui peut même être dupliquée dans d'autres pays africains grâce grâce aux différents points que touche ce plan de Comore émergent, les différents axes qui seront développés. Et il est important de préciser que c'est une nouvelle ambition du pays de manière à orienter, je vais dire, tout le monde, c'est-à-dire l'État, les secteurs privés, tous les corps intermédiaires, la société civile, les partenaires de développement, les partenaires privés aussi, et pour se mettre tous ensemble en œuvre, c'est-à-dire faire front commun pour l'émergence des Comores. Donc, le comité s'est décidé à l'unanimité d'accorder ce trophée cette année 2022 au président M. Assoumani. Comme je le disais tout à l'heure, la première cérémonie a eu lieu au Maroc à Benguérir à l'occasion de l'Africathon qui était à sa 2e édition, qui est une compétition qui récompense ou bien qui met en challenge, qui promouvoit l'innovation et le talent des étudiants en matière de technologie. Et lors de cette 2e édition, l'ambassadeur de l'Union des Comores s'est déplacé avec le ministre conseiller à Benguérir où ils ont eu aussi animé un panel et après cela, le président a pu remettre le trophée. Et suite à ça, le président s'est déplacé maintenant à Moroni pour remettre en main propre le trophée au président des Comores. Donc voilà un peu le tour des lieux de ce qui s'est passé, en tout cas de l'actualité de la fondation de ces derniers jours. Donc, je vais rapidement aussi passer la parole en même temps à M. Moustapha Belkhayat qui est avec nous, qui est notre aussi invité spécial aussi aujourd'hui, qui va nous entretenir un peu sur cette, d'abord dans un premier temps, sa vision, ou en quelque sorte ce que devait faire la jeunesse africaine, plus précisément aussi son conseil aussi à la jeunesse comorienne aussi, qui sont en train de nous suivre actuellement sur nos différents réseaux, d'ailleurs ici sur Zoom et sur Facebook d'ailleurs. Et aussi nous parler aussi de son domaine qui est le télétrading. Je rappelle qu'il est triple champion du monde de trading, formateur et conférencier international. Il anime des séminaires partout dans le monde et il forme plusieurs profils à trader et aussi à travailler sur tout ce qui est les marchés boursiers. Donc voilà, Monsieur Moustapha Belkhayat, la parole est à vous. Merci Khalid. Je te remercie pour cette introduction. Et effectivement, nous avons été unanimes pour remettre à M. Azuli Assoumani, président de l'Union des Comores, ce trophée de l'africanité. Pour ma part, je voulais souligner tout de suite qu'il n'y avait pas de doute à ce sujet parce que le président, bien qu'il ait un projet, le plan d'émergence, il voulait donner la priorité à la jeunesse comorienne. Et là, c'est quelque chose de très important parce que souvent en Afrique, on pense beaucoup au négoce des matières premières, on essaie de vendre ce qu'on a dans le sol, on essaie d'étudier un peu comment on peut mettre des infrastructures, etc. Bon, évidemment, nous avons besoin de ça. Mais nous avons beaucoup aimé l'approche du président qui a d'abord pensé à la jeunesse
comoriennes, comment les rendre heureux tout de suite, c'est-à-dire le plus vite possible. Et donc, la Fondation est venue avec ce projet d'installer une première grande salle de marché dans les îles et enseigner un savoir-faire pour qu'ils puissent réussir les tests de Wall Street. Une fois qu'ils réussissent les tests de Wall Street, ils vont pouvoir avoir de l'argent en gestion à partir des îles de Comores et garder jusqu'à 80% des profits. Alors, cette stratégie, elle est très importante pour les îles de Comores parce que déjà au Maroc, c'est une réussite. Nous avons lancé depuis maintenant le Covid, nous avons lancé ce projet. Il y a plusieurs salles de marché, par exemple à Tanger, à Casablanca, à Rabat, à Agadir et même dans le Sahara. Et il y a un succès vraiment époustouflant, puisque des personnes qui n'ont pas forcément des grands diplômes, qui ne parlent pas forcément anglais ou parfaitement au français, mais qui réussissent les tests de Wall Street et qui reçoivent des certificats des plus grandes organisations de gestion aux États-Unis et qui peuvent piloter des comptes grâce à Internet sans avoir à quitter le pays. Et nous avons pensé que les îles de Comores pourraient servir d'exemple pour toute l'Afrique, en fait. On va, avec mon frère Nasrallah, on va travailler, on va œuvrer ensemble avec l'ambassadeur des îles Comores ici au Maroc que nous avons rencontré aujourd'hui à Rabat et qui nous a énormément encouragés à installer cette salle de marché et qui va nous permettre d'initier la jeunesse comorienne à ce savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, il est tout à fait possible d'avoir une activité avec un revenu stable sans avoir besoin de quitter le pays. Donc, c'est une priorité pour nous. La Fondation de l'Africanité veut mobiliser ses bailleurs de fonds, veut mobiliser le Maroc. Nous avons également rencontré des autorités marocaines. Nous leur avons parlé du projet de Comores et évidemment, ils nous ont dit, vous pouvez compter sur nous puisque nous sommes en train d'ouvrir l'ambassade du Maroc aux îles de Comores. Donc, c'est quand même, le Maroc veut définitivement créer un pont entre les îles de Comores et le Maroc. Voilà, donc c'était une présentation du projet. Maintenant, je peux peut-être dire quelques mots sur l'enjeu colossal que ça représente pour la jeunesse comorienne. Parce qu'au premier abord, lorsqu'on entend trading, on se dit « Ah, mais c'est quelque chose de difficile, d'inaccessible, il faut faire des grandes études, etc. » Alors là, je dis tout de suite, je dis « On n'a pas besoin de faire des grandes études pour pouvoir réussir en tant que trader professionnel, parce que le vrai trading, celui qui rapporte de l'argent, celui qui permet d'intervenir avec succès sur les marchés, ce n'est pas ce qu'on enseigne en académie en Europe et aux États-Unis. Et d'ailleurs, je suis en train de le prouver, puisque au Maroc, nous comptons plus de 1000 certificats de Wall Street. Donc, c'est un projet réussi que nous voulons immédiatement exporter vers les îles de Comores, parce que quand mon frère était là-bas, il m'a dit, mais en réalité, j'ai réalisé que le trophée de l'africanité, chaque Comorien et Comorienne y ont droit. Parce qu'il a senti que tout le monde comptait sur lui-même. Tout le monde voulait bouger. Ils veulent changer les choses. Et c'est extraordinaire de voir ça dans un pays où tout le monde est positif. Tout le monde veut le savoir-faire. On ne demande que le savoir-faire. Et ça nous a tellement touchés, mon frère et moi, que nous envisageons de délocaliser la Fondation de l'Africanité aux îles Comores pour pouvoir faire converger à la fois des investisseurs, mais également des personnes qui veulent contribuer au plan de l'émergence de notre président sans avoir cet esprit, autant le dire directement, cet esprit de prédateur sur l'Afrique. Il faut le dire.
lorsque des investisseurs arrivent en Afrique, en général, on l'a vu au Mali, on l'a vu en Guinée, on l'a vu partout, ils viennent pour exploiter de l'or, par exemple, ils vont laisser du cyanure et de l'arsenic pour raffiner l'or. Finalement, lorsqu'ils ont récupéré l'or, ils ont souillé les sols africains. Donc, nous, la Fondation de l'Africanité, elle voudrait attirer l'attention que ce n'est pas forcément en attirant des investisseurs qu'on va développer un pays. La meilleure façon de développer le pays, c'est de développer le génie de la jeunesse de ce pays-là. C'est-à-dire, tout se passe par là. On ne doit plus réfléchir comment on va vendre mieux le clé de girofle ou la vanille, etc. Ça doit passer au second plan. La priorité, et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons immédiatement voté pour le président, parce que le président, sa priorité absolue, c'est la jeunesse comorienne, comment les rendre heureux, comment leur donner de l'espoir et comment faire en sorte qu'ils puissent vivre décemment, avec dignité, hein, sans avoir à quitter le pays. Donc, nous encourageons cette initiative, nous voulons contribuer à ce mouvement-là. Et voilà, c'était mon message pour tous ceux qui sont là, M. Hamadi, M. Kofi et puis M. Assoumani. Si vous avez quelques questions, je suis bien sûr enchanté de vous répondre. Merci beaucoup, M. Moustapha. Et comme je le disais, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et de vous entendre. Vous avez toujours cette vision beaucoup plus très pragmatique et très intéressante, surtout aussi cette confiance que vous avez en la jeunesse africaine que vous ne cessez de répéter. Que moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le fait que le développement d'un pays ne peut pas, c'est pas forcément passer par des investisseurs, mais c'est d'abord croire au génie créateur de la jeunesse d'abord de ce pays, qu'il faut d'abord dans un premier temps développer, puisque c'est eux qui vont faire le pays et après tout pourra suivre. Et je pense vraiment, je suis totalement d'avis aussi, et je pense aussi qu'aujourd'hui c'est un message fort aussi à toutes ces jeunesses qui nous suivent et qui vous écoutent. De par votre expérience, de ce que vous avez réalisé aussi au Maroc et dans le monde entier, je peux dire que vous en avez vu des plans de croissance, des plans de développement. Et grâce à cette expérience, cela crédibilise en quelque sorte aussi ce que vous êtes en train de partager avec nous. C'est un réel plaisir puisque aujourd'hui, la Fondation est vraiment de cœur aussi avec le pays de l'Union des Comores. Et je pense qu'il y a matière à faire quelque chose, il y a matière à travailler dessus. Donc, comme m'a dit M. Moustapha, si vous avez des questions, vous pouvez le laisser dans le chat, le temps que les autres intervenants interviennent et comme ça, on pourra recueillir ces questions et poser cela à M. Moustapha. Donc, je vais passer à notre deuxième intervenant. Je ne sais pas si M. Amri est là. Je suis avec vous. Vous m'entendez? Vous me recevez? Okay. Oui, M. Amri, on vous reçoit avant de venir avec M. Ablani. Je vais directement parler à notre ambassadeur, M. Amri Salim Oumadi, ambassadeur de la Fondation Trophée de l'Africanité aux Comores. Un ami de longue date, ça fait 10 ans qu'on se connaît. On a travaillé ensemble sur pas mal de projets. La Fondation nous a encore réunis. Aujourd'hui, vous représentez la Fondation aux Comores. C'est un sacré parcours. Aussi, vous avez eu aussi à accueillir le président Amoroni et pendant son séjour pour remettre ce trophée au président de l'Union des Comores. Donc, directement, c'est resté ma première question. Racontez-nous un peu comment cela s'est passé. Quelle est aussi vos convictions sur cette démarche de la Fondation et aussi cette reconnaissance aussi par ce trophée et l'honneur aussi qu'a fait aussi le pays, le président, de recevoir ce trophée en terre comorienne. Et peut-être aussi une dernière question, hein, comment cela, je sais que vous êtes très proche des jeunes, comment est-ce que cela a été accueilli? Donc voilà, en termes de questions pour vous, je sais que vous pourriez nous donner des éléments de réponse. D'accord, donc bien le bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien là où vous êtes et que vous me recevez. Est-ce que vous me recevez d'abord? Oui, tout à fait, je te reçois parfaitement. D'accord. Donc, je vous salue de vos rangs respectifs et vous qui nous suivez aussi, je vous salue.
Donc, je crois que moi, j'ai la particularité d'avoir été celui qui a vécu, en tout cas, la remise du trophée avec le président, ou pour ne pas dire avec les deux présidents, mais deux présidents. Le président du trophée de l'Africanité, M. Nasrallah Belkhayat, et le chef de l'État de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani. D'ailleurs, il faudrait déjà que vous sachiez que moi, j'ai vécu ça de deux angles différents. De un, voire même trois. De un, en tant que jeune comorien. De deux, en tant que jeune ambassadeur, une fonction qui m'est tombée dessus par la force des choses et que j'adore, bien sûr, mais aussi en tant que membre de la fondation proprement dite, sans pour autant être ambassadeur ou membre influent de la fondation. Donc, c'était un sentiment de joie, mais surtout beaucoup de fierté d'être celui, tout d'abord, qui donne le trophée au président de la fondation, qui, de sa main propre, le remettra au président, au chef de l'État. Donc, en quelque sorte, c'est moi aussi qui avais primé le président. Donc, c'est vraiment quelque chose de grand, d'honorifique et qui rend très fier. Donc, en tant que jeune ou en tant que membre des jeunes leaders du trophée et de la fondation plutôt, je suis heureux, je suis vraiment comblé. Sachez que je n'ai pas été dans le comité de sélection justement des hommes à primer cette année, mais si j'étais dans ce comité-là, je n'aurais pas choisi quelqu'un d'autre, j'aurais choisi mon président parce que je sais qu'il l'a mérité, je sais qu'il s'investit justement pour l'éveil citoyen et pour le PCE comme il l'a mis sur pied. Donc, c'est peut-être un élément de réponse en attendant de pouvoir donner plus de détails si jamais il y a des questions qui sont un peu plus particulières. Merci Amri. Déjà sur ce premier point, sur ce premier volet sur lequel on voit que voilà, c'est un sentiment de fierté et de joie qui t'a animé. Et déjà, les triples casquettes que tu viens de nous sortir, membre de la fondation, ambassadeur aussi, et aussi d'abord ce jeune Comorien, tu as pu vivre cela en live, tu as vu comment cela s'est passé. On voit vraiment que c'est un honneur et une fierté aussi. Le président aussi nous a fait son retour quand il est revenu. Il nous a dit, voilà, il a été très bien accueilli et fasciné aussi par toutes les potentialités de ce pays. Et là, maintenant, je vais te demander, vas-y, dis-nous, je sais que tu as préparé quelque chose, dis-nous en bon terme, comment est-ce que cela s'est passé, le sentiment de la jeunesse, le sentiment du pays, comment est-ce que cela a été accueilli aux Comores. Tu peux y aller, Amri. Et peut-être parler un peu plus fort, parce qu'il y a d'autres qui ont un peu du mal à t'entendre, s'il te plaît. D'accord. Donc, le jour même de la manifestation, en tout cas pendant que le président de la fondation était en train de remettre en main propre le trophée au président, l'audience, en tout cas l'assistance qui était là, qui était très variée, était très enchantée. Et moi, à leur place, si je devais tenir quelques mots, eh bien, je les aurais salués. Et je leur ai surtout dit que je suis ingénieur formé au Maroc, je tiens à le préciser, panafricain de nationalité et comorien d'origine. Et surtout de savoir que c'était avec grande joie, mais surtout avec grand honneur que je me tenais devant ce beau monde, en mon nom, mais surtout en mon statut d'ambassadeur de la Fondation Profit de l'Africanité, fondation qui, je précise, prime les hommes, les femmes et les institutions qui luttent pour l'émergence et pour l'épanouissement du panafricanisme. Nous, Fondation, étions dans ces lieux, dans ce lieu du palais présidentiel Beit Salam, symbole des Comores et des Comoriens, afin de remettre le trophée de l'africanité, catégorie chef d'État à un grand homme, fils d'Afrique, dévoué à la cause commune, qui n'est autre que le président de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani. Nous tenions vraiment à le féliciter, mais surtout, je tenais proprement à le féliciter au nom de la diaspora africaine de la Fondation, dont j'en fais moi-même partie. Voilà pourquoi, ajouter à cette belle distinction, j'aurais voulu, ou nous aurions voulu, que Son Excellence, Monsieur le Président, accepte qu'il nous honore en acceptant de devenir le président d'honneur de notre fondation pour cette année 2023. Et
laissez-moi exprimer encore une fois la fierté qui est la mienne et surtout l'émotion que j'ai ressentie à cet instant-là et que je ressens en ce moment même en vous parlant, de savoir que mon président rejoint les clubs des 6 présidents qui ont été primés, donc qui fait lui-même partie de ce club et il en est le 7e. Donc, par la même occasion, j'aurais fait un appel solennel et poignant, voire même peut-être un cri pour que la diaspora comorienne, partout qu'elle soit, s'allie à cette vision commune pour nous rejoindre. Et je suis fier, surtout aussi heureux de faire partie de cette diaspora qui croit fermement aux valeurs sociales de ce pays et qui revient apporter Justement, sa pierre à Amri, l'édifice. justement, en parlant de Oui, diaspora, c'est surtout ce point très bien essentiel. sûr. Le message, quel Mhm. rôle de la diaspora aujourd'hui dans ce développement? On va essayer d'enchaîner sur ça. En parlant de diaspora aujourd'hui, votre vision sur ça avant d'aller à Assoumani, à Blani Assoumani. Très bien. Eh bien, la diaspora, sachez que la plupart la grande popularité ou la grande population de la diaspora comorienne se trouve en France, mais cela n'empêche que nous sommes éparpillés un peu partout. Eh bien, ici, dans le tissu économique comorien, en tout cas, il y a des entreprises dont les fondateurs, la plupart d'entre eux, en tout cas, sont des gens qui sont issus de la diaspora. Et dans la semaine que nous venons de passer, en parallèle avec la remise du trophée, c'était aussi la première édition du Salon des entreprises qui s'est déroulée dans un climat vraiment, dans une ambiance vraiment très entrepreneuriale. Et le président lui-même, le chef de l'État y était. Et justement, on avait parlé de cette question de la diaspora. Eh bien, la diaspora est devenue un corps présent dans le tissu économique de tous les jours, mais aussi dans la vie sociétale de chaque jour dans les Comoriens et aux Comores aussi. Donc, je crois que la diaspora se responsabilise un peu plus de la nation. Ok, Monsieur Amri, ambassadeur de la Fondation, merci de nous avoir entretenus sur ça et c'était très important de recueillir votre avis, vous qui avez suivi tout en live et de nous rapporter en quelque sorte tout ce que nous on aimerait voir, sentir un peu l'émotion, comment ça s'est passé le jour-là. Merci de nous avoir rapporté tout cela et aussi ce message, ce rôle de la diaspora. Oui, tu dis? Juste avant de pouvoir conclure, parce que je sais que nous y reviendrons, je tenais vraiment, je ne cesserai de le dire, je tenais vraiment à remercier M. Nasrallah Belhayat. Que Dieu bénisse ce jour à Agadir, dans les locaux de l'Universiapolis en 2018. La fondation du Trophée de l'Africanité a vu le jour, mais surtout une fraternité y est née, parce que malgré le fait qu'il soit marocain et que nous autres soyons d'autres nationalités, il nous a toujours considérés comme les siens. Donc, je lui avais dit quand il était ici aux Comores, mais je tenais encore à le réitérer, à le dire. Sir Raïs, marhaba bik fi Juzr al-Kamar, bladna bhal blad. Donc, franchement, merci beaucoup pour les travaux que vous avez faits. Et comme j'aime si bien dire, aucun mot, et je dis bien, aucun mot ne saurait être gratifiant. Aucun adjectif ne saurait être qualificatif. Aucune expression ne saurait être explicative, excusez-moi. Et même si un seul mot n'est pas suffisant, c'est le seul qui est de la valeur. Merci. Merci vraiment pour votre leadership et votre dynamisme, monsieur. Je vous en remercie. C'est gentil, Monsieur Amraï, c'est gentil. Bah, écoute, je sais que le président aussi est très fier de toi et d'ailleurs de tous les ambassadeurs aussi, de toute cette jeunesse aussi qui sont dans la fondation et qui tous les jours aussi portent à voix haute aussi ce cri de cœur de cette Afrique-là. Et c'est sûr qu'aucun mot n'a plus de valeur que ce mot merci et c'est très gentil de ta part. Ça témoigne aussi de cette reconnaissance aussi que nous avons tous envers notre très chère Afrique et que la Fondation puisse perdurer, que ces œuvres aussi puissent perdurer. Donc, merci beaucoup, Monsieur Amri. Donc, je vais aller avec Monsieur Ablani. Monsieur Ablani, vous me recevez. Vous pouvez activer votre micro. Oui, je vous écoute. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit, Alors, je vais juste agrandir tout ça.
pouvez activer votre caméra. Ok, c'est bon. Donc, bonsoir, Monsieur Ablani. Je rappelle que vous êtes le directeur opérationnel de la chaîne nationale de l'Union des Comores. Vous avez été aussi là lors de la présentation de cette remise de trophée. Merci aussi pour l'accueil au président à Moroni lors de son séjour. Donc, depuis tout à l'heure, nous parlons des Comores, nous parlons de ce pays. C'est directement ça ma première question. Si vous pourrez nous parler un peu de ce pays, du Comores, pour les personnes qui nous suivent ici, qui connaissent peut-être le pays de nom et aussi quelques images aussi sur Internet et les réseaux sociaux. C'est quoi le Comores? Comment c'est structuré? Quelles sont ses potentialités et même les atouts, ou même s'il y a des petites histoires aussi, des anecdotes qu'on peut savoir aussi, il n'y a pas de souci. On est là pour connaître proprement ce pays. Vous avez la parole. Bon, d'abord, je tiens à vous remercier tous de m'avoir invité sur cette plateforme, cette bonne initiative. Et je loue au passage les efforts qui ont été faits par le président de cette fondation, à qui, je ne vous cache pas, quand j'ai eu à rencontrer le président Nasrullah, on s'est connus récemment, mais c'était comme si c'est quelqu'un qu'on s'est connu, ça fait 10 ou 20 ans, tellement il était accessible, il est un homme charismatique et j'ai bien aimé, alhamdoulilah, d'avoir fait sa connaissance. Pour ce qui est des Comores, bon, vous savez que les Comores, c'est un petit pays insulaire composé de 4 îles, un pays très, très paisible. On est peu, c'est un pays de 850 000 habitants, selon les derniers chiffres. Et la richesse de notre pays, c'est beaucoup plus la jeunesse. D'ailleurs, les derniers chiffres qui étaient fournis par la Banque mondiale, l'Union des Comores est composée de 86% des jeunes de 15 à 24 ans qui ont aussi alphabétisé aussi à hauteur de 86%. Donc, c'est notre première richesse qui est cette jeunesse qui est prometteuse pour l'avenir de notre pays. Secondo, c'est un pays vierge. C'est un pays qui a eu à être indépendant en 1975. Là, on compte 47 ans dans 2 petites semaines, dans 3 petites semaines. Donc, on a 47 ans d'indépendance. Certes, nous avons connu des turbulences, des coups d'État auparavant, mais ces 20 dernières années, ce pays essaie de se construire, de se reconstruire. Depuis 2021, ce pays commence à avoir la stabilité et je ne vous le cache pas, ce n'est pas pour inventer mon pays, mais c'est un pays qu'on vit paisiblement, c'est un pays très très calme où la population comorienne est très accueillante et il y a aussi un climat, le climat comorien, sincèrement, j'ai eu à passer quand même à visiter quelques pays et en étant dans un autre pays, un ou 2 jours, ça me fait toujours penser à revenir dans notre pays puisque notre climat est un climat exceptionnel. Il y a des plages de partout. Bon, je ne vais pas parler ici de l'amour de mon pays, mais quand même, c'est un pays très, très paisible. C'est un pays touristique et en réalité, c'est un pays qui se construit. Notre pays, on utilise la monnaie qui s'appelle le franc comorien, qui représente 492 francs comoriens égal à 1 euro, pour que vous ayez une petite idée de notre franc. Et je viens de vous dire qu'on a pris l'indépendance le 6 juillet 1975. Et actuellement, les Comores, il y a une facilité d'investissement
les Comores essaient de faciliter à tous ceux qui veulent investir. Et d'ailleurs, comme l'a si bien dit l'ambassadeur Amri, ces derniers temps, la diaspora commence à avoir confiance de leur pays. Pourquoi? Parce qu'on les a ouvert les portes, on les a ouvert la facilité d'investir en réduisant que ce soit les prêts aux bancaires, que ce soit tous les moyens leur permettant de venir investir dans leur pays. Et ça se confirme récemment quand on est le premier salon des entreprises, comme l'a si bien dit Amri, que beaucoup des jeunes de la diaspora sont venus s'installer ici. D'ailleurs, moi, qui suis un enfant de cette diaspora-là, j'ai pris l'engagement et le choix de venir m'installer au pays depuis 2016. Ma femme aussi est venue ici s'installer. C'est un produit au sud de la diaspora. Elle investit. Donc maintenant, on a eu cette confiance-là à revenir dans notre pays qui a tant souffert auparavant et que, alhamdulillah, ça fait déjà quasiment 22, 23 ans, ce pays commence à avoir la vie normale. Ce n'est pas qu'avant, il n'y avait pas cette vie-là, mais quand même, on a eu quand même à traverser des coups d'État de gauche à droite. Et maintenant, alhamdulillah, il y a cette paix, il y a cette stabilité qui s'installe. Donc, voilà que je résume, puisque si j'essaie de parler un peu avant, je crois que je vais m'éterniser, mais en réalité, je préfère parler du présent de mon pays avec les projets qui ont été mis en place par l'actuel gouvernement présidé par son Excellence Azali Assoumani, qui a eu la vision d'amener notre pays vers l'émergence à l'horizon 2030. Une ambition qui n'a pas été faite par les autres présidents. Certes, ils avaient aussi rêvé, ils avaient des projets à mettre en place, mais lui, il a mis en place l'idée, le projet, les chantiers sont là et nous avons confiance de ce pays que d'ici 2030, c'est dans cette 8 années, ce pays, Inch'Allah, va se relever. D'ailleurs, ça a été qualifié parmi les pays à revenu intermédiaire en 2019 par la Banque mondiale. Donc, ça promet, Inch'Allah, qu'au fur et à mesure, ce pays va se relever, va se mettre debout afin qu'on ait une vie paisible et qu'on souhaite partout, surtout dans nos pays aux Africains. Mais encore une fois, je répète, la plus grande richesse de ce pays, c'est la jeunesse qui occupe 86% de la population comorienne. D'accord. Justement, en parlant de ce PCE, déjà, merci pour cette présentation succincte des îles Comores, parce que ça donne très envie à visiter. Et Inch'Allah, on espère qu'un jour aussi, on passera visiter cela. En parlant du PCE, surtout de ce plan Comores émergent, cette vision du pays à l'horizon 2030, parlez-nous un peu de ça, c'est-à-dire son rôle dans le développement économique, puisque vous parlez beaucoup aujourd'hui en France de ce pays qui va se relever, qui va essayer qui ambitionne certaines positions et un certain développement. Donc aujourd'hui, ce PCE, peut-être même donner ces premiers actes qui ont été déjà démarrés et qu'on voit déjà des fruits. Donc voilà, parlez-nous un peu de quelques actes concrets de ce PCE du gouvernement. Avant de vous parler de ce projet, de ce plan Comores émergent, ce qui est positif, c'est que chaque Comorien, depuis que le président Zali est à la magistrature suprême, tout Comorien a su connaître le terme émergent. Tout Comorien a cette facilité, même quand on va au marché, une petite anecdote, quand on va au marché, on achète les tomates de bonne qualité, on dit, ce sont des tomates émergentes. Tellement ce mot est dans les bouches de tous les Comoriens, et les Comoriens, vraiment la quasi-totalité de notre population
a confiance de ce projet mis en place par le président. Pour ce qui est du plan Comore émergent, en fait, il est classé en 3 catégories. Il y a les projets phares, il y a les projets structurants, il y a les projets, comment on appelle ça? Bon, le mot me reviendra après. Mais les gros chantiers se posent sur 6 projets. 6 projets. Il y a le projet touristique, à qui le plan Comore émergent l'a nommé un nouveau pôle touristique de l'océan Indien. C'est-à-dire le projet, le président de la République compte d'ici 2030 que les Comores soient l'Eldorado de l'océan Indien. Une idée qui compte, puisque actuellement on compte à peu près 100 à 200 000 visiteurs par an, et le président de la République, avec ce projet de plan Comore émergent, compte multiplier par 5, même par 10, les visites ou bien l'arrivée des touristes dans notre pays. Donc, c'est un plan qui est mis en place, que ce soit le côté infrastructurel, pour qu'il y ait une facilité, une visibilité, ou bien promouvoir le pays pour qu'il y ait, pour qu'il soit un nouveau pôle touristique de l'océan Indien. Il y a aussi le projet de lier les îles, puisque comme je vous l'ai si bien dit, les Comores est un pays composé de 4 îles, Ngazidja, ou bien Grande Comore, Moélie ou bien Mali, Anjouan ou bien Zouani, Maoré ou bien Mayotte, qui est sous administration française. Et est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'air d'avoir perdu. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous reçoit. Très bien. OK, très bien. Donc, on a mis en place ce grand projet de lier les 4 îles. Bon, pour un début, on contrôle que les 3 îles, puisque Mayotte est sous l'administration française. Et le chef de l'État a mis ce projet pour qu'il y ait la facilité de passer d'une île à l'autre. Actuellement, les moyens d'une île vers l'autre, c'est d'aller, par exemple, avec les voies aériennes. Les voies maritimes, ça prend beaucoup de temps, puisqu'on peut faire 1 heure ou 2 heures de temps dans une distance qui fait 15 à 20 minutes par voie aérienne. Donc, le président de la République compte vraiment lier ces îles par la voie terrestre, ou bien je dire la voie maritime aussi, mais qu'il y ait un passage, donc que ce soit des ponts installés pour qu'il y ait la facilité de passer d'une île à une autre. C'est le deuxième grand projet, c'est d'unir les 3 îles qui composent les Comores. Il y a aussi un projet qui est en construction. D'ailleurs, on compte, si tout va bien, qu'il soit inauguré en début 2023, le nouveau centre hospitalier universitaire moderne. C'est un hôpital, il sera en quelque sorte le plus grand hôpital universitaire de l'océan Indien, qui comprend 600, bon, si je me rappelle bien, qui prendra 600 lits. Et ce projet est vraiment en bon terme. Et certes, ça a été un peu bousculé par l'arrivée du Covid-19, mais le chantier va très, très bien. Et le projet, Inch'Allah, sera inauguré en début 2023. Donc, c'est le 3e projet phare mis en place par le projet PCE. Il y a aussi le boucle énergétique. Ce pays a trop souffert pendant plusieurs années. On a eu des soucis
L'électricité, c'était vraiment du luxe auparavant. Et actuellement, alhamdulillah, les capitales sont électrifiées. On n'a pas de soucis 24 sur 24. Les autres villes ou bien au village ont facilement 18 heures sur 24, sachant qu'il y a de cela quelques années, l'électricité, on comptait 1 semaine, 2 semaines sans qu'on arrive à avoir de l'électricité chez soi. Ce projet est en voie de concrétisation. On a déjà installé des centres solaires à qui il y a un centre qui est déjà inauguré qui produit plus de 3 gigas d'énergie. Il y a le projet du quartier administratif. Au fait, dans notre pays, il n'y a pas un quartier administratif. L'administration est éparpillée de partout. L'administration est dans le nord, l'autre dans le sud, l'autre. On essaie d'avoir un capital ou bien un centre, si j'ose dire, qui va, comment dirais-je, qui va concentrer toute l'administration comorienne. Certes, il y a la politique de la décentralisation, mais quand je parle de ce centre administratif, pour qu'il y ait la facilité d'adapter. Bon, vous savez, on est dans un petit pays. Je ne crois pas que si on installe telle administration à 12 ou bien 5 km de l'autre, ça ne va pas faciliter les démarches administratives. On essaie de concentrer pour qu'il y ait une capitale administrative. D'ailleurs, il y a le projet du Grand Moroni pour que ça concentre l'administration afin de laisser la place à la décentralisation des mairies, des communes, de travailler aisément loin de l'administration centrale. Il y a aussi le projet les îles de la Lune à portée de vol. Donc, c'est grosso modo, ce sont les 6 projets phares du projet du plan Comores émergent que la plupart, j'ose dire que 4 sur les 6 projets sont en chantier, que ce soit le pôle touristique de l'océan Indien, que ce soit le projet du nouveau centre universitaire moderne, que ce soit le boucle énergétique. Je crois que ces 3 derniers projets et aussi unir les îles. On a déjà commencé les études pour qu'il y ait les ports afin de commencer le projet d'unir les îles par la voie maritime. Donc, je crois brièvement, ce sont les 6 projets qui sont dans le plan commun émergent, mais je vous l'ai si bien dit, c'est un projet de plus de presque 200 pages, mais j'ai essayé de résumer pour que vous ayez quand même une petite idée du projet mis en place par le président de la République, Azali Assoumani. Très bien, merci beaucoup, M. Ablani. Déjà, c'est un bon résumé. Aujourd'hui, on a une image, on voit déjà un peu les projets phares sur lesquels vous voulez y aller. Et je pense aussi que c'est dans l'air du temps, c'est tout à fait normal. Et Inch'Allah, ça va bien se passer, que vous allez pouvoir concrétiser tous ces projets. Peut-être la dernière question qui est très, très importante, surtout pour la Fondation. Quel est le rôle des femmes, de la femme comorienne aujourd'hui dans ce plan du Comores émergent? Quel est le rôle de la femme? Parce qu'il faut savoir que la Fondation, le Trophée de l'Africanité, met beaucoup aussi l'accent sur l'autonomisation financière de la femme africaine. Cela a déjà fait l'objet de 2 sommets. Le premier sommet était sur l'autonomisation financière de la femme africaine. Le deuxième sommet était sur le success story des femmes d'Afrique. Et aujourd'hui, nous mettons beaucoup en avant aussi les femmes pour leur donner un peu plus je veux dire, une tribune pour parler un peu de leurs aspirations, de parler aussi de leurs projets et surtout celles qui ont réussi aussi dans tout ce qui est entrepreneuriat, mise en place de ce genre de programme aussi, de les mettre un peu plus en avant. Donc, quel est le rôle de la femme africaine aujourd'hui, enfin, comorienne aujourd'hui dans ce
Bon, ce qui est de la femme aux Comores, je ne sais pas si vous l'avez su, bon, si vous l'avez su, mais les Comores font partie des pays qui ont été décorés parmi les pays qui respectent les droits de la femme. Bon, j'ai oublié le rang exactement, mais ici aux Comores, la femme a toujours eu sa place. Vous savez, aux Comores, c'est un pays musulman, mais il y a une spécificité pour que vous ayez une petite idée au combien nous valorisons les femmes. L'héritage aux Comores se passe par la femme. C'est d'ailleurs une petite idée. Et les décisions de l'État actuellement, on compte plus d'une vingtaine de femmes leaders qui font partie des décisions de l'État. On vous a parlé tout à l'heure, par exemple, du premier salon des entreprises initié par l'ANPI, Agence nationale pour la promotion et des investissements, qui est dirigé par une femme qui s'appelle Nadia Swadik. C'est lui qui gère les investissements aux Comores. Il y a aussi, par exemple, l'Agence de coopération internationale comorienne, qui est aussi gérée par une femme. Il y a la santé et la solidarité, gérée par une femme. Vous avez su récemment l'Expo Dubaï, qui était un événement mondial. Et la commissaire de cette Expo Dubaï était une femme. C'est-à-dire, bon, la femme comorienne a toujours eu sa place. Moi, par exemple, si je prends là où je suis responsable, à la radio et télévision des Comores, plus de 52% de nos agents, de nos collègues, ce sont des femmes. D'ailleurs, si vous regardez les journaux télévisés de notre chaîne, vous trouverez que 95% de nos présentatrices, de nos présentateurs, puisqu'il y a seulement qu'un seul homme, mais ce sont tous des femmes. C'est-à-dire que la femme comorienne a toujours sa place. Elle est parmi ceux qui prennent les décisions de l'État. D'ailleurs, dans nos établissements, les femmes dominent toujours les classes, les salles de classe. Ils sont toujours majoritaires, ils ont toujours les bonnes notes. J'ose dire qu'ils ont une place très importante, plus que nous, les hommes. Il y a le grand moufti avait un jour dit que ici, au Comores, les femmes sont des reines. Par contre, les hommes sont des serviteurs pour les femmes. C'est-à-dire, chez nous, on dit que la femme, et voilà, nous, on est là juste pour servir les femmes. Mais les femmes chez nous sont des reines. Il y a des choses que, moi, j'ose dire que la femme comorienne, je m'excuse du terme, puisqu'il y a des hommes machos, pas vous, bien sûr, mais j'ose dire que la femme comorienne est supérieure à l'homme. Que ce soit le côté de la décision, que ce soit le côté de l'héritage, que ce soit le côté de la responsabilité. D'ailleurs, la dernière constitution mise en place, qui a été votée en 2018, c'est une obligation pour que chaque liste des élections communales qui ait plus de 30% des femmes. On ne peut pas accepter une liste en étant candidat dans les élections municipales sans qu'il y ait minimum 30% des femmes. La même chose, dans notre Parlement, dans notre Assemblée nationale, il y a une vice-présidente femme qui occupe, je crois, la 3e place ou bien la 2e place, je ne me rappelle pas bien. Ce qui fait qu'on donne toujours la chance, on donne toujours l'honneur à la femme comorienne. Il y a de cela
2 jours, la gouverneure de l'île autonome de Ngazidja, sous la haute patronage du chef de l'État, a mis en place un système qui s'appelle l'Observatoire de lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Il est mis en place officiel depuis il y a de cela 3 jours. Ils ont un local, des agents qui sont là pour que la femme soit protégée, pour éviter, pour lutter des violences qui ont été toujours faites chez les femmes et l'enfant. Donc, ici, au Comores, la femme, c'est sacré. La femme, c'est sacré. Et on leur donne toute la responsabilité. On est pareil, on s'assoit pareil, on discute, on échange et les décisions, on les prend pareil. D'ailleurs, notre président a toujours dit que la femme comorienne est la ministre de l'Intérieur de chaque couple. Aucune décision ne peut pas être prise par un homme sans qu'il y ait l'avis de sa femme, ce qui confirme l'adage que derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Donc, ça se confirme ici au Comores. Sincèrement, si j'essaie de parler de la femme comorienne et sa place, je crois qu'il me faut minimum 72 heures pour vous faire une petite... Sincèrement, Amri, je crois, il peut le témoigner, mais la femme comorienne a sa place ici, on la respecte trop. Et des fois, on se dit, voilà, on est là pour elle, voilà. Nous, les hommes, sommes là pour elle. Et voilà un petit schéma de la femme comorienne. Je sais pas si j'étais un peu précis, en tout cas, je suis disposé à répondre à toutes questions pour que vous voyez les choses claires. Mais en réalité, la femme comorienne, en un mot, c'est une reine et on la respecte beaucoup car elle est notre mère, notre sœur et nos femmes. Et c'est elle qui prend les décisions, malheureusement, entre guillemets. Voilà. Non, mais c'est un témoignage très poignant et très, très intéressant de ce que vous venez de nous livrer là. Je pense qu'en parlant de femmes comoriennes, vous avez dit que vous aurez peut-être 72 heures pour en parler, peut-être pas suffisant. Mais on étudiera le de pouvoir préparer un webinaire spécial pour la femme comorienne avec les membres du centre de recherche et avec M. Abri, qui est aussi sur place, ambassadeur, devrait étudier déjà la possibilité d'organiser le sommet des femmes leaders. Donc, M. Abri, vous êtes mandaté pour ça, il faut le faire parce qu'on voit vraiment que la femme est très, très valorisée dans la société comorienne et il doit avoir lieu de promouvoir cela et même aussi de faire du networking aussi avec le réseau des femmes de la fondation qui sont un peu partout dans le monde et qui sont aussi des ambassadeurs de cette fondation dans les pays où elles sont présentes. Donc, M. Valérie Dari aussi est avec nous avant de lui passer la parole pour nous donner son sentiment à la fin de cette remise de trophée. Merci beaucoup, M. Ablani Assoumani. Je vais rapidement passer la parole à M. Jean Kofi, qui est le responsable du centre de recherche et de développement de la Fondation Trophée de l'Africanité, qui va surtout nous parler dans un sens plus global de l'apport, du rôle vraiment de la diaspora dans le développement de l'Afrique et surtout aussi de cette jeunesse comorienne. Donc, M. Amri, dans les commentaires ici, il précise que le Comore est placé, si je lis bien, première, c'est ça? Numéro 1 dans la Ligue arabe en matière de valorisation et responsabilisation des femmes. Donc, très, très bonne information. Merci beaucoup, M. Amri. Donc, M. Jean? Oui. Oui. Très bien. Vous me recevez bien? Oui, oui. Et je pense aussi qu'avec vos témoignages, M. Ablani et M. Moustapha qu'on a eu au début, Amri et tout ça, la jeunesse même qui sont en train de nous suivre aussi, peut-être aujourd'hui, vont avoir aussi plus d'informations sur ce PCE et aussi sur cette place aussi qu'occupent les femmes dans la société comorienne. Donc, chers jeunes comoriens qui nous suivez, jeunes des autres pays aussi qui nous suivent aussi, c'est l'occasion aussi de vous enquérir de tout cela et de prendre acte. C'est aussi des possibilités de recherche aussi pour vous d'aller fouiller un peu plus
et d'apprendre un peu plus sur vos pays et aussi sur le Comore. Donc, Monsieur Jean, on parle de diaspora. Oui. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Très bien. Super. Alors, je voudrais déjà remercier mes prédécesseurs, les impétrants du jour, pour justement ce débat, pas un débat, mais cet échange très enrichissant, très intéressant. Et je voudrais également corroborer les propos de M. Ablani lorsqu'il exalte, comment dirais-je, la sagacité, l'importance que revêt la femme comorienne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, le 10 mai dernier à Moroni, il y avait la première édition du sommet mondial des femmes d'expertise. Et justement, ce sommet traduit en quelque sorte la volonté du président Azali Assoumani d'arriver à cette croissance inclusive, à ce développement inclusif, en rapport avec le protocole de Maputo de 2023 qui contraint, entre guillemets, les États à accorder une certaine importance aux femmes, justement dans l'approche décisionnelle. Donc oui, les femmes occupent un rôle substantiel dans l'agencement, dans l'ossature de la gestion des Comores. Alors, la question du rôle de la diaspora dans le développement de l'économie africaine est une question, je dirais, existentielle, parce qu'elle suscite depuis un certain temps beaucoup d'engouement, beaucoup de passion dans les différentes couches décisionnelles, aussi bien au plan international qu'au plan national. Donc, récemment, le ministre, bon, quand je dis récemment, je fais plutôt référence au 10 juin 2021, le ministre marocain des Affaires étrangères, son Excellence M. Nasser Bourita, disait que la diaspora africaine constitue un fondement substantiel, essentiel dans le développement des économies africaines. Et il disait aussi que cette diaspora représente un potentat, une force à toutes variantes, notamment dans le domaine de l'investissement, mais également dans le co-développement. Alors, mon approche va s'inscrire plutôt dans une démarche triptyque ou bien quadruple, montrer donc l'importance au plan économique, parce que le plus souvent, quand on parle de l'apport de la diaspora, on a l'impression que son apport ne se limite qu'au développement économique, sauf qu'il n'y a pas l'économie, mais il y a également le plan scientifique, le plan sanitaire, le plan juridique et évidemment le plan politique. Donc, au plan économique, en se référant à certaines analyses des grandes instances économiques internationales, notamment l'OCDE, qui est l'Organisation de la coopération et du développement économique. Nous avons aussi la BAD, la Banque africaine de développement. Nous avons aussi le Fonds africain de développement et également la Banque mondiale qui montre que lorsque les migrants, lorsque la diaspora est véritablement intégrée dans le pays d'accueil, il peut justement constituer une force motrice pour le développement des économies locales, donc le développement des économies des pays, de les pays d'origine. Et récemment, bon, quand je dis récemment, je fais référence à l'année 2018, la Banque mondiale a sorti un rapport avec des statistiques stratosphériques qui montrent que plus de 200 milliards de dollars correspondent à des transferts de la diaspora vers leur pays d'origine. Donc, ces 200 milliards de dollars représentent beaucoup plus qu'une aide au développement que pourrait générer justement un État quelconque. C'est pour montrer que la diaspora, effectivement, contribue énormément dans le développement des économies locales à travers des investissements, à travers des transferts d'argent. Et on le sait tous, nous sommes tous à l'étranger. Il nous arrive parfois de faire des transferts d'argent via Western Union, MoneyGram et tous les autres moyens. Donc, ce sont des investissements, ce sont des transferts qui constituent effectivement un développement du tissu économique local. Après aussi, au plan scientifique, on peut évoquer, comment dirais-je, le transfert de compétences. Vous savez, on parle souvent de coopération sud-sud, la coopération entre les pays du Sud. C'est une conférence qui a vu le jour à Buenos Aires, en Argentine, dans les années 1975 ou 77, je pense bien, qui encourageait justement les États en voie de développement à unir les forces de sorte à s'entraider mutuellement via des formations peut-être professionnelles, via des échanges de compétences. Et justement, moi, je suis lauréat de cette coopération sud-sud parce que par le canal de l'Agence marocaine de coopération, j'ai pu obtenir une bourse d'études qui me permet aujourd'hui de faire une thèse de doctorat en relations internationales, à analyser les questions de politique étrangère, la géostratégie, la géopolitique et consorts. Donc, en étant à l'étranger, j'ai cette appétence, j'ai cette aptitude, cette capacité d'implémenter ou du moins de transposer toute l'expérience que j'ai acquise au Maroc ici, dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas que le volet économique. Vous dites que la diaspora constitue effectivement une force motrice
dans le développement des systèmes éducatifs de nos différents pays. Voyez un peu. Et si on constate avec, comment dirais-je, avec minutie, on verra que le système éducatif de nos pays de l'Afrique subsaharienne sont empreints d'une certaine atonie, d'une certaine baisse d'énergie. Nos jeunes frères aujourd'hui n'étudient pas. Celui qui constitue la diaspora, un membre de la diaspora, pour reprendre les expressions de l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur de la Sierra Leone aux États-Unis, M. Steven, il disait que le membre de la diaspora représente en quelque sorte les pieds du monde. Voyez? Donc, la diaspora a cette ouverture d'esprit dans la mesure où elle a plus d'expérience. Elle est imprégnée des modèles des pays d'accueil et également de leur modèle du pays d'origine. Donc, en vertu de cette multiplicité culturelle, scientifique, il peut justement déterminer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Voyez un peu, c'est un peu comme dans un film. Vous qui regardez le film ou vous qui avez déjà regardé le film, vous savez d'office qui est le chef bandit, qui est le brave. Mais celui qui ne regarde le film que pour la première fois, il ne sait pas l'issue du film. Comment est-ce que ça va se passer? Mais celui qui a déjà visionné le film, il sait comment ça va se terminer. Il connaît la fin, il connaît le commencement, il connaît les tenants et les aboutissants. C'est pareil pour celui qui est issu de la diaspora. Il a vécu dans un modèle initial, donc de son pays d'origine. Et il vit maintenant auprès de l'état d'accueil. Il sait ce qu'il y a de mieux dans l'état d'accueil et il peut utiliser justement ce côté positif pour améliorer le système peut-être éducatif, sanitaire de son pays. Donc oui, la diaspora joue un rôle essentiel dans le développement des États africains, ou du moins de leurs États respectifs. Donc, au plan scientifique, on peut transposer le modèle de l'éducation américaine, de l'éducation canadienne, de l'éducation britannique dans nos pays, en prenant compte des réalités sociétales et sociales de nos pays. Parce que quand on veut implémenter un modèle, il faut tenir compte des réalités sociales. Prendre un modèle américain, le transposer dans un domaine africain, sans tenir compte de l'environnement, ça risque de poser problème. Et d'ailleurs, je vous invite à réécouter, ou du moins à écouter, le brillant enseignement que nous a donné le dimanche dernier le professeur Si Mohamedou, qui est professeur de l'Université de Thiès, maître de conférence, et par la même occasion, le conseiller spécial du chef de l'État sénégalais, M. Macky Sall. Il nous a beaucoup instruit sur la question de la diaspora, mais également des jeunes Africains qui pourraient constituer un substratum essentiel pour leur pays. Nous avons aussi l'aspect sanitaire. Aujourd'hui, il est vrai que la COVID a révélé peut-être cette atonie, cette, comment dirais-je, lassitude de nos systèmes sanitaires, mais heureusement que la pandémie n'a pas beaucoup sévi en Afrique. Sinon, que serait-il advenu de nos États, étant donné que nos systèmes sanitaires sont alarmants, sont peut-être en désuétude? Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui vont étudier à l'étranger. Ils acquièrent beaucoup d'expérience dans le domaine médical. Si ces personnes ne retournent pas dans leur pays pour développer ces systèmes, personne ne le fera à leur place. Et c'est pour cela que j'aimais bien, comment dirais-je, les propos d'un philosophe, pas suédois, mais suisse, Ulrich Zwingli. Il le disait que si tu ne veux pas pour ton pays, tu ne développes pas ton pays, n'attends pas que les autres le fassent, parce que les autres ne viendront que piller vos ressources. Donc, il nous revient justement, les membres de la diaspora, d'œuvrer pour nos pays, parce que quoi qu'il en soit, nous sommes originaires de ces pays et avec toute l'expérience que nous avons acquise à l'étranger, il faut revenir. Et le modèle le plus éloquent, selon moi, c'est le modèle chinois. Regardez un peu la mentalité chinoise. Dans le dictionnaire chinois, vous ne verrez pas le mot échec, parce qu'à la place d'échec, ils ont remplacé ce mot par opportunité. Voyez un peu, les Chinois vont apprendre à l'étranger, ils retournent développer leur pays. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont arrivés là. Ce n'est pas par hasard que les Chinois sont devenus la première puissance économique mondiale. Le Chinois va apprendre, il va se soumettre peut-être à la létanie, il va s'humilier pour apprendre, pour acquérir de l'expérience. Dès qu'il acquiert cette expérience, il retourne dans son pays et il développe les secteurs défaillants. Alors, si nous, jeunes gens, membres de la diaspora, nous nous cantonnons dans nos différents, enfin, dans les pays d'accueil, en prétextant de, comment dirais-je, d'une condition de vie meilleure, mais il faut savoir que nos parents que nous avons laissés au pays vont justement souffrir. Et donc, la diaspora doit comprendre qu'elle revêt un sens de patriotisme. Les membres de la diaspora doivent s'imprégner de la notion de patriotisme et de l'intérêt national. Nous avons
toutes les compétences nécessaires. Le sommet qui a été organisé à Washington en 2010, 2012, 2013 a vu dans la salle, dans une grande salle à Washington, plus de 400 personnes. Parmi ces 400 personnes, on avait des docteurs, on avait des médecins, on avait des philosophes, on avait de brillants économistes, on avait des spécialistes d'obédiences diverses. Donc, toutes ces aptitudes, toutes ces capacités, si on les utilise, on les sollicite dans nos différents pays, je pense que l'Afrique pourrait justement s'envoler. Beaucoup disent que l'Afrique est en retard dans son développement, mais si les Africains n'œuvrent pas pour eux-mêmes, personne ne le fera. Et comme le disait M. Ablani, il y a une forte diaspora. Plutôt, Amri, il y a une forte diaspora comorienne. J'ai eu le privilège d'étudier avec beaucoup de Comoriens et je l'avoue, ce sont des jeunes gens très brillants. Très, très brillants. Je me rappelle encore de mon ami Doulfika lors d'une composition en sciences politiques. Il a eu 17 pendant que nous, on s'est débrouillé avec les 12, les 13. C'est pour montrer que il y a cette capacité. Et déjà, quand on quitte nos pays, c'est dans l'optique d'acquérir beaucoup d'expérience, d'apprendre beaucoup. Et donc, tout ce vécu, tout ce potentat doit servir à quelque chose. Et c'est en ce sens que j'invite vraiment la diaspora à œuvrer pour leur pays respectif, surtout la diaspora africaine. Si on ne le fait pas, n'attendons pas que les Occidentaux, les Américains le fassent à notre place. Donc, chère diaspora, œuvrez pour vos pays et je pense que l'Afrique a besoin de nous, l'Afrique a besoin de toutes ses forces vives. Donc voilà, je voudrais justement m'arrêter là. S'il y a éventuellement des zones d'ombre à éclaircir, je me ferai un réel plaisir de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jean Kofi. Moi, ça ne m'étonne pas de cette énergie que tu as, de cette espérance dont tu nous parles. Donc, pour dire aussi que vous vous occupez du centre de recherche et de développement de la Fondation, je pense aussi qu'aujourd'hui, après ce webinaire en tout cas, il y a moyen de développer ou bien d'organiser dans les prochains jours ou bien les prochaines semaines aussi des masterclass. J'ai déjà parlé de mettre en avant aussi, de promouvoir un peu aussi la femme africaine, ce serait aussi, enfin, la femme comorienne. Ce serait aussi l'occasion aussi de voir aussi une masterclass dédiée à la diaspora et aussi sur cette jeunesse africaine aussi, cet éveil de conscience à organiser. Il y a tellement de thématiques sur lesquelles que nous abordons et c'est aussi l'occasion aussi de parler un peu aussi du retour de nos célèbres émissions, le jeudi de l'africanité et avec l'équipe que les gens aussi nous épaulent avec aussi, je pense qu'on peut encore y arriver à assurer une fluidité constante de cette émission. Donc, j'aimerais avoir un petit mot de M. Valéry avant de clôturer ce webinaire, cette édition spéciale. M. Valéry Idari, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas vraiment prévu, je vous ai vu dans le live, je me suis dit, il faut qu'on ait un mot de M. Valéry. Vous êtes le directeur de la radio, si je ne me trompe pas, de la radio comorienne. Donc, ce serait vraiment notre mot de clôture aussi, votre sentiment après ce trophée remis au président, au chef de l'État comorien et aussi sentiment aussi en général hein, de cette énergie, de ce dynamisme de la Fondation. Merci. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous me recevez très bien. Moi, c'est Valéry, effectivement. Je suis très content d'ailleurs de participer sur cette réunion, malgré que je suis un peu fatigué, mais n'empêche, j'ai eu la force depuis que je commence à écouter. Je trouvais vraiment des jeunes qui contribuent beaucoup plus et qui nous permettent d'échanger dans plusieurs secteurs qui sont importants dans nos vies du quotidien, dans nos quotidiens. En fait, moi, je veux parler beaucoup plus de l'arrivée de Monsieur le Président Nasrallah Belayat, que j'ai eu quand même à l'accueillir à l'ORTC pour un entretien spécial concernant la décoration de notre chef d'État, Zala Soumani. Et puis cet entretien qui a beaucoup peu bise au niveau du pays parce qu'il a été beaucoup regardé par la diaspora. Et j'ai vu des jeunes de la diaspora qui m'ont beaucoup écrit pour me féliciter d'avoir accepté, d'avoir réinvité M. Sarla, M. le Président, sur cet entretien à l'ORTC. Par contre, moi, je veux beaucoup plus dire grand merci pour la Fondation, parce que nous avons compris qu'avec cette Fondation, la jeunesse comorienne prendrait de profit.
La jeunesse comorienne a besoin plus que jamais de cette fondation pour le développement, bien sûr, parce que il a soifé. Il a soifé d'apprendre, il a soifé de se développer, il a soifé d'accompagner le processus de chef de l'État et faire de ce pays un pays émergent. Donc, nous, personnellement, je vais parler beaucoup plus concernant le côté média parce que si cette fondation aujourd'hui va s'implanter ici aux Comores, il a besoin effectivement de nous et que nous avons besoin de. Quand je dis nous, je parle de l'ORTC, je parle du média national parce qu'il reste la vitrine de ce pays à travers le monde et à travers beaucoup plus la diaspora qui investit beaucoup plus dans ce pays et que je pense que c'est à nous les hommes de médias, que nous devons quand même accompagner cette diaspora et aussi sensibiliser les Comoriens sur, de l'intérieur ainsi que de l'extérieur, sur le développement et l'accompagnement de ce processus mis en place par notre chef de l'État, Zala Soumani, pour faire ce pays Comore émergent. Il a si bien dit, M. Ablani, je ne vais pas vous parler de Comores, mais ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse comorienne est convaincue et déterminée à accompagner le chef de l'État, comme l'a si bien dit mon prédécesseur, le directeur opération de la télé, que le chef de l'État, Zala Soumani, donne beaucoup plus d'importance capitale sur les jeunes et il pense beaucoup plus sur l'avenir de la jeunesse comorienne. Donc, nous sommes aussi derrière lui pour réussir. Donc, côté média, nous sommes toujours là pour accompagner et pour faire vivre les Comoriens. Donc, je vous invite tous, vous aussi, de regarder la chaîne nationale. Vous allez mieux comprendre le Comore. Vous allez mieux comprendre aussi l'évolution de ce pays et le plan Comore émergent que le chef de l'État a mis en place depuis son accession à la magistrature suprême de ce pays en 2016. En parlant de lui d'ailleurs, que je vous dis que le Comore a eu le président qu'il attendait depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ce pays qui a été toujours dans des conflits, comme le directeur Ablani l'a si bien dit, de coup d'État, et depuis l'arrivée d'Azali en 2001, parce que Azali il a pris ce pouvoir en 99 plutôt jusqu'en 2006. Donc en 99, c'est grâce à lui qu'il a stoppé tout ce processus de coup d'État, de déstabilisation, qui a eu même une crise qu'on appelle une crise séparatiste dans ce pays, qui avait séparé les îles les unes les autres. Et c'est grâce à lui qui est venu mettre la stabilité, qui est venu vraiment commencer à construire d'abord l'avenir de la jeunesse comorienne depuis ce temps-là, parce que c'est lui qui a construit l'université de Comores. Depuis ce temps-là, il a toujours œuvré pour la jeunesse comorienne. Donc, voilà pourquoi nous, aujourd'hui, les médias, on se dit, nous sommes prêts aussi, il faudrait quand même qu'on accompagne ce processus. D'une manière générale, je vous invite aussi à regarder notre chaîne et à écouter notre radio. Vous allez mieux comprendre le Comore et l'évolution de Comore, comment il évolue. Merci. Merci beaucoup, monsieur Valéry. Je pense que vous avez tout dit et aussi manifesté ce soutien des médias et aussi de la jeunesse au président et aussi surtout à cette vision qui est vraiment le PCE. Donc, je pense qu'on a fait le tour d'horizon de ce qu'on voulait, de ce qui était à l'ordre du jour. Monsieur Jean-Kofi nous a entretenu sur tout ce qui est l'apport de la diaspora. Monsieur Ablani Assoumani nous a parlé du Comore, du PCE et surtout aussi du rôle de la femme, qui est un axe très, très important, je dirais, pour la Fondation. Monsieur Ambry, bien sûr, notre très cher ambassadeur qui représente la Fondation au niveau du Comore. On a eu aussi M. Moustapha au tout début, qui, grâce à son expérience partout dans le monde et surtout cette vocation qu'il a à croire à cette jeunesse africaine à se développer grâce à ses propres moyens, il est aussi prêt aussi à apporter aussi son grain à l'édifice et aider aussi le Comore dans ce plan d'émergence. Aussi, en tant que porte-parole de la Fondation, je reviens avec ces mots et ce souhait du président de la Fondation de vous remercier, vous tous qui êtes présents. Il nous suit depuis le début, le président,
je vous prends la parole. Il vous remercie de ce temps que vous avez accordé pour participer à ce webinaire. Surtout aussi de vous réitérer son engagement à continuer, c'est-à-dire à continuer cette mission que s'est donnée la Fondation, à accompagner le Comore dans son émergence, dans sa croissance aussi, dans aussi tout ce qui sera plan de formation, d'aider aussi cette diaspora et surtout aussi de former cette jeunesse aussi comorienne à prendre aussi les devants, puisque c'est cette jeunesse qui constitue l'avenir de ce pays. J'ai un petit message dans la discussion pour le président, c'est de la part de mademoiselle Rouchnati. Alors, bonsoir, monsieur Nassala. Est-ce qu'il serait possible de nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter en cas de besoin d'informations complémentaires de cette échange? Bien sûr, Rouchnati, il n'y a pas de souci. Je vous enverrai bien évidemment les coordonnées qu'il faut et vous pourrez tout à fait aussi avoir plus d'informations si vous le désirez, bien. Donc, aussi à toutes les personnes aussi qui nous ont suivis, aussi à nos très chers intervenants. Je tiens aussi à vous réitérer aussi tout le soutien de tous les membres de la Fondation qui ont, dans un premier temps, félicité la démarche du président et de tout le comité pour la remise de ce trophée, de cette reconnaissance, et aussi de féliciter aussi ce dynamisme qu'a les Comores aujourd'hui à travers ce plan d'émergence aussi, cette valorisation aussi de la femme comorienne, et je le rappelle encore, qui est un des piliers phares aussi de la Fondation. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le réseau de la Fondation soutient activement les Comores. Le plan d'émergence est aussi le chef de l'État. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Fondation poursuit un grand dynamisme et je pense qu'on est tous en train d'écrire une très belle histoire de notre très cher continent. Donc, au-delà des Comores, il y a aussi beaucoup de pays aussi qui soutiennent aujourd'hui cette fondation, du Sénégal, le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, moi-même originaire du Togo. Et il y a aussi plein d'autres pays aussi qui soutiennent la fondation à travers leurs activités, leurs événements, et aussi les différents ambassadeurs aussi délocalisés dans ces pays aussi qui portent la voix de cette fondation, et surtout aussi de sa vision, de sa charte aussi et de sa vocation à aller vers une croissance illimitée ou bien une croissance de notre très cher continent, africain. Donc, Monsieur le Président, merci aussi pour je tiens aussi à le remercier aussi pour cette conviction, ce leadership aussi qui porte depuis des années. J'ai eu la chance de voir la naissance de cette fondation, de suivre avec le président les différentes étapes et aujourd'hui arriver aussi à primer aussi le président des Comores. Je pense aussi que je fais aussi partie de cette belle histoire et aussi je réitère aussi toute ma disponibilité pour vous accompagner si vous avez besoin de questions, enfin d'éclaircissements sur pas mal de projets et aussi des formations dans différents domaines. Monsieur Amri est beaucoup plus calé pour vous donner plus d'informations, en tout cas sur tous nos domaines de compétences sur lesquels on pourra aussi vous accompagner. Donc, le président aussi dit qu'on va continuer aussi dans les prochains rendez-vous aussi, à suivre aussi un peu l'évolution de ce PCE et aussi vous apporter ce soutien en parlant un peu, en diffusant un peu aussi tout ce qui se passe aussi dans l'évolution de ce plan d'émergence et en parler aussi un peu partout en Afrique et partout dans le monde. Il a réitéré aussi le fait que c'est un modèle aussi qui peut être aussi implanté aussi dans d'autres pays et c'est un modèle qui est très ambitieux et qui est réalisable si en tout cas on se donne les moyens, la conviction nécessaire pour pouvoir atteindre ce développement. Donc voilà, pour moi, je pense qu'au début, je ne me suis pas présenté, en tout cas pour toutes les personnes qui nous ont rejoints et les personnes aussi qui sont nouvelles aussi sur cette plateforme Fondation Trophée de l'Africanité. Je suis Khalid Désiré de nationalité togolaise. Actuellement, je suis à Lomé, ça fait 6 mois que je suis là. Je suis le porte-parole de la Fondation Trophée de l'Africanité. Aussi, je gère aussi un peu tous les programmes de la Fondation. Je travaille aussi avec M. Nasrallah depuis le début, depuis son passage à Agadir pour aussi primer cette confédération des étudiants étrangers de la ville que je présidais à l'époque. Et ainsi a commencé cette aventure. Et on espère aussi qu'on va continuer avec plus de conviction, plus d'énergie, plus de dynamisme. Et je le remercie aussi pour son leadership. En attendant aussi de visiter le Comore, Amri, tu es mandaté pour ça. Débrouille-toi
pour nous faire visiter le Comore. Donc, merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont suivi ce webinaire, aux différents panélistes. Merci beaucoup, M. Ablani Assoumani. Je sais aussi que l'heure est très avancée chez vous. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci aussi, M. Valérie, pour l'intervention de dernière minute aussi. M. Jean Kofi, pour cette intervention très riche et aussi ce message porté à la jeunesse et à la diaspora. M. Amri Salim Oumadi, un compagnon de tous les jours. Merci aussi pour ton temps et aussi le travail acharné que tu fais aussi aujourd'hui au Comores, qui est aussi cette lumière de la diaspora dans ce pays. Et on est tous, en tout cas, tout à fait convaincus que tu vas bien mener ta mission auprès de cette jeunesse et soutenir les différentes initiatives. Donc voilà, c'était cette édition spéciale, ce webinaire sur le retour sur la remise du trophée du trophée de l'africanité à son Excellence M. Azali Assoumani, que nous félicitons et que nous réitérons aussi notre soutien constant. Donc, à tous les auditeurs qui nous ont suivis, n'hésitez pas à nous poser les questions et nous allons vous apporter des éléments de réponse dans notre inbox et tout ça. Et à la prochaine, au prochain jeudi de l'africanité et aux différents webinaires qui seront organisés par le Centre de recherche et de développement. Nos amitiés, nos salutations de tout le réseau de la Fondation. Portez-vous bien et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Peut-être aussi un dernier mot, ce live sera reposté sur la page de la Fondation Africanity TV pour ceux qui veulent revoir la rediffusion et partager aussi cela avec leurs contacts. Il n'y a pas de souci, vous pouvez récupérer cela. Merci à tous et bonne fin de soirée et bonne nuit partout où vous êtes à travers le monde.